Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. En ces temps quelque peu mouvementés pour la politique en France, j'ai souhaité interroger François-Emmanuel Borrell quant à son rôle auprès du défenseur des droits sur le sujet de la lutte contre la discrimination. Un vieux sujet, me direz-vous ? L'expertise et le recul de ce professionnel engagé au sein de l'UNIS sur une question qui reste d'actualité car en constante évolution est toutefois précieuse. À titre personnel, je retiens ses propos sur le handicap. Vous me direz ce qui vous a le plus intéressé. François-Emmanuel Borrell, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Vous êtes le délégué de l'UNIS auprès du défenseur des droits. Première question, en quoi consiste votre rôle auprès de cette instance ? Je représente la présidente, j'ai cet honneur-là et je l'ai fait également sous le précédent mandat de président. C'est la représentation du métier et plus particulièrement de l'expression du professionnel qui est auprès d'une instance qui est administrative indépendante et afin de recueillir à la fois de notre expertise, notre ressenti sur les actions que le défenseur doit mener et contribuer, collaborer en fait à l'établissement de ces outils. Est-ce qu'il y a aussi un rôle de modération, par exemple, peut-être un rôle de tampon entre les professionnels et cette administration ? Alors, dans la perception qu'ils peuvent avoir du terrain, oui. Mais ce que je dois reconnaître aux équipes du défenseur des droits, c'est un extrême professionnalisme, une indépendance et une hauteur de vue en fait, sur le sujet. On est dans un sujet social qui est extrêmement fondamental pour la cohésion de notre société et ils ne viennent pas avec du dogmatisme ou justement des idées préconçues. Ils sont véritablement sur une expérience, c'est-à-dire que essayer d'améliorer un dispositif et pas ou d'améliorer la lutte contre la discrimination. C'est pas un objectif avec un résultat. Oui. Pour eux, c'est une obligation de moyens. On sait très bien qu'on ne peut pas renverser les choses du jour au jour et qu'il faut du temps, qu'il faut de la pédagogie. Et on peut reconnaître en ça le fait qu'il n'y ait pas nécessairement de notre part à venir atténuer les démarches qu'ils puissent faire. En cela, ça doit être passionnant au fond de regarder la société et de jouer un rôle certain dans son évolution aussi. Quand nos syndicats professionnels ont vocation à revendiquer le statut de tiers de confiance, il est indispensable d'être irréprochable sur certains sujets et la lutte contre les discriminations en fait partie. Il est fondamental, je pense, dans nos missions d'être dans ces sujets-là et de faire preuve, nous, là pour le coup, d'une obligation de résultat. Nous ne devons pas discriminer. Discriminer est un délit. Il n'y a pas de sujet là-dessus et c'est la légitimité qu'on entend avoir, elle est fondée justement sur ces principes-là. Alors vous l'avez dit, les professionnels de l'immobilier sont en fait très sensibilisés sur la question de la discrimination, d'une part avec des actions de communication, mais aussi des obligations de formation. Est-ce que ces actions mises en place notamment par les syndicats comme l'UNIS, portent leurs fruits dans la réalité des cabinets ? Est-ce qu'on peut mesurer les évolutions ? Alors, je veux le croire. Déjà parce que nos collaborateurs sont beaucoup plus issus de la diversité que ne le sont nos clients. Donc, bien évidemment, ils portent une parole qui peut être même personnelle sur un ressenti. Eux sont souvent locataires. Donc, bien évidemment, ils sont là pour faire preuve d'empathie ou faire preuve d'empathie auprès du propriétaire, déconstruire certains schémas qui sont des préjugés ou des stéréotypes qu'on a pu avoir se constituer petit à petit, donc vis-à-vis du handicap, des mères isolées et bien sûr de la lutte contre le racisme. Et donc c'est après, d'un point de vue statistique, en effet, on peut constater que toutes les actions de formation sont suivies des faits, à telle enseigne que le défenseur des droits avait lancé une étude qui s'appelle Mikado, sur laquelle je crois que 3000 agences avaient été testées, en regardant quel était l'effet de la lettre de rappel qu'ils avaient pu adresser par la suite. Et en effet, sur un second testing, ils avaient pu voir que les agences étaient moins portées à discriminer après une première lettre de rappel et une action de formation, effet qui s'atténue dans le temps. Raison pour laquelle, moi, il me semble assez évident que ce n'est pas tous les 3 ans qu'on doit avoir ce type de formation, mais très régulièrement. On peut améliorer, je suis sûr, les dispositifs de formation actuels. Oui, parce qu'au fond, cette formation, si elle est théorique,
elle n'a pas grand intérêt. Or, la théorie qui est nourrie de la pratique et de nouveaux exemples, et peut-être aussi de nouveaux exemples avec énormément de nuances, ça peut être intéressant. Les mises en situation, en effet, Oui. là vous plaidez tout à fait ma cause, et celle qui a pu être soulevée par diverses associations. On s'est retrouvé dans une situation un peu particulière, c'est-à-dire qu'on est à la convergence des problématiques de formation en distanciel qui ont été beaucoup poussées, mais en effet, pour ce sujet-là, une mise en situation me paraît assez indispensable. Le cas pratique est évident, c'est quelque chose qui fait partie quand même beaucoup du ressenti, et si on ne l'éprouve pas dans une contextualisation pratique, c'est vrai que ça me semble assez compliqué. La théorie, finalement, tout le monde la connaît, mais en revanche, faire éprouver aux gens la discrimination et donc ce sentiment de discrimination qu'on puisse avoir et lutter contre celui-ci, en effet, passe à mon avis par des cas pratiques et non plus du distanciel, mais véritablement du présentiel. Et une demi-journée me semblerait la moindre des choses. Aux défenseurs des droits, on nous met des cas pratiques, en fait, des signalements qui leur ont été faits, et en fait, on n'imagine pas la diversité des situations. Mais c'est ça. Et au fond, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais le diable peut se cacher dans des détails en toute bonne foi. Oui, tout à fait. Ça peut être. Alors justement, ça a été soulevé par un de nos syndicats, le SNPI, sur la fourniture de données bancaires. Il est vrai qu'on ne peut pas discriminer en raison de la banque qui nous est fournie, alors même que celle-ci peut ne pas avoir d'établissement en France. Donc il y a une ligne qui est en effet très, très ténue. Et comme je vous le disais, c'est pas seulement la discrimination, c'est éventuellement la perception que la personne peut en avoir en face, c'est-à-dire la façon dont on l'exprime. Elle est très importante. Et en effet, au sein du Défenseur des droits, nous établissons des guides justement de mise en situation avec des cas pratiques. Mais c'est insuffisant. Pour autant, encore cet après-midi, nous travaillons sur le sujet de concert avec eux. Il est important d'avoir cet ajout du professionnel, c'est-à-dire que comment mon collaborateur va réagir et d'un point de vue pratique, qu'est-ce qu'il doit dire. Et souvent, finalement, il y a un genre de checklist, c'est-à-dire de se dire, face à cette situation, je dois déconstruire. Pour déconstruire, alors comment fais-je ? Tout simplement dire, écoutez, statistiquement, il n'a jamais été avéré qu'une personne de telle origine ou dans telle circonstance ou dans telle situation est plus défaillante qu'une autre, finalement. Voilà. De ce point de vue-là, il y a pas mal de dispositifs qui nous aident. La GLI est venue apporter beaucoup et peut justifier justement de prendre des dossiers pour lesquels le propriétaire aurait une sensibilité, on va dire, moins évidente. On reste plutôt sur la technique en fait d'un dossier de location. Exactement. Ramener ça à du factuel. Oui. Quel type de signalements sont faits en ce moment auprès du Défenseur des droits sur cette question de la discrimination pour le secteur de l'immobilier ? Alors, il y a des choses très évidentes que l'on voit toujours, qui sont déplorables. Il faut dire les choses comme elles sont. La discrimination, on vit une période de tension sociale qui est quand même assez importante. La parole est souvent libérée par les réseaux sociaux et les gens se permettent un peu tout et n'importe quoi. Donc, il y a des situations évidentes qui sont à la limite du supportable. Et puis, il y a des affaires qui peuvent même relever, quand je vous parlais de la GLI, tout simplement même une assurance qui, en effet, va être portée à discriminer. Il n'y a pas que le professionnel de l'immobilier, il y a le particulier, il y a l'assurance éventuellement qui peut être dans une situation de discrimination. Et elle peut se porter dès la constitution du dossier, bien évidemment, mais également dans les premiers mois de la mise en location. Ouais. Vous venez d'évoquer la parole trop libérée sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez pu constater aussi, par exemple, l'impact de la guerre israélo-palestinienne en ce moment sur des questions de discrimination ? Alors ça me semble assez évident, et je vais même mettre plus en amont tout cela. Et d'ailleurs, on remet systématiquement, et ça, pas seulement dans le contexte très actuel, mais on voit bien qu'il se développe des systèmes parallèles de mise en relation. Et j'insiste toujours auprès en fait, dans les secteurs qui n'est pas intermédiaire. Donc vous avez des sites ou des blogs ou des groupes Facebook ou je ne sais quel réseau social sur lesquels les gens s'expriment de façon beaucoup plus libre, tout en pensant que c'est
une conversation privée. Et en effet, ils passent un peu sous le scope de l'autorité administrative. Et je rappelle bien que de toute façon, sur la partie réglementée, eh bien, nécessairement, nous sommes moins objets de discrimination. Raison pour laquelle on peut se prévaloir du rôle de tiers de confiance, parce que nous sommes un filtre nécessairement pour ces sujets-là. Et il est vrai que, je ne vais pas citer des groupes, mais qui sont un entre-soi, dans lequel assez ouvertement il y a de la discrimination. Il remonte peu aux défenseurs des droits, mais bien évidemment, je pense que c'est la majorité des cas. On a parlé tout à l'heure du rôle très actif joué par les syndicats. J'ai quand même une question un peu plus politique à vous poser. Est-ce qu'il revient nécessairement à ces syndicats professionnels de communiquer sur la lutte contre les discriminations, ou bien cela devrait être le seul rôle de l'État ? Alors, il est assez fondamental quand on est dans un acte social comme le logement, d'avoir sa part et son rôle à jouer, oui, et d'être en responsabilité de celui-ci. Donc, bien évidemment, les professionnels immobiliers, les syndicats professionnels doivent faire preuve d'exemplarité, en témoigner et améliorer ce processus-là pour justement être le secteur incontournable. Si nous voulons que 100% des actes soient intermédiés, passés sous le filtre de quelqu'un qui vienne le contrôler, eh bien, c'est le professionnel, c'est nous-mêmes. Donc, il est fondamental d'être très investi sur ce sujet-là. Ensuite, les pouvoirs publics ne se donnent pas assez de moyens, c'est évident, pour communiquer sur le sujet. Donc souvent, on a l'impression d'avoir une délégation de la part de services publics, en quelque sorte, puisqu'il n'y a aucune publicité qui soit faite sur la lutte contre les discriminations. Il y a une plateforme qui a été mise en place. Sincèrement, les budgets qui ont été alloués aux défenseurs des droits ont été ridicules. Et les disperser est une mauvaise solution. Donc on a pu le faire valoir justement auprès du législateur récemment. Concentrez-vous tous les pouvoirs sur le défenseur des droits afin qu'il y ait un guichet unique de la discrimination. Et nous sommes là également pour contribuer à ces travaux et faire en sorte qu'on verrouille en fait ce droit au logement par l'intermédiation. Il y a la communication, il y a de l'autre la pratique du testing. En ce moment, quel type de testing est pratiqué et surtout, est-ce qu'on peut être sûr de la fiabilité de ces tests qui sont pratiqués ? Là, en effet, on a l'habitude d'un testing sur une mesure où le testeur se fait passer pour un locataire et en fait, le SOS Racisme, il y a quelques années, a joué le rôle inversé, à savoir se faire passer pour un propriétaire qui voudrait mettre un bien à la gestion et indiquer froidement que de toute façon, lui discriminait et qu'il fallait suivre cette pratique-là. Donc en fait, il y a eu un test assez important qui a été mené sur une première phase puis une seconde, où on a eu des retours d'informations. Alors très étonnamment, je ne vais pas donner de nom, mais on va trouver certains réseaux qui ont été très vertueux au premier coup, puis ne le sont pas au deuxième, et inversement. Donc on peut se demander quand même quelle est la légitimité, ou en tout cas la fiabilité des résultats. Nous, pendant longtemps, il n'y a pas eu d'accès à l'information et l'écoute de ces tests. Ils n'ont pas été menés comme il se doit par des gens qui sont assermentés. Donc on avait la plus grande des réserves. Pour autant, je ne néglige pas le fait qu'il soit le reflet d'une réalité. Je ne dis pas ça, je dis simplement le fait que dans ces sujets-là, ils sont trop importants pour faire preuve de manque de partialité. Oui. Donc j'ai toujours été très réservé sur ces résultats, tout en reconnaissant la réalité des choses. Mais on ne peut pas avoir, comme je vous le disais, quelqu'un qui était 100% non discriminant et puis tout d'un coup qui passe à 50%, ça n'a pas de sens. C'est pas représentatif de la chose ni du métier. Il y a sans doute une question de méthode à revoir. Oui, bien sûr. Et comme je vous le disais, le défenseur des droits, pour moi, est l'incontournable. Sont des personnes qui sont assermentées, qui font preuve d'une réalité des choses. Vous savez, je ne dis pas que SOS Racisme ne voit pas tous les spectres de la discrimination, mais il y a 22 critères de discrimination, dont le plus important remonté aux défenseurs des droits est celui du handicap. On n'en parle jamais dans les discussions que l'on a quand on aborde ce sujet-là. Oui. C'est quand même assez spectaculaire. Alors bien évidemment, les associations sont beaucoup mieux organisées. Elles catalysent certainement beaucoup plus les remontées de terrain. Pour autant, c'est la réalité des chiffres. J'ai une dernière question assez personnelle. Vous êtes très investi sur cette question de la discrimination. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous investir de cette manière-là sur le temps long ?
Alors, en effet, c'est une question personnelle, mais Oui. je fais partie de cette génération un peu de touche pas à mon pote, dans laquelle on avait certains idéaux, et c'était une période à laquelle on pouvait avoir des idéaux assez facilement. Maintenant, c'est certainement beaucoup plus compliqué, mais on avait l'impression que la vie d'après serait différente. Comme j'ai toujours un peu cet espoir-là, je vis avec cette préoccupation, et c'est comme l'action syndicale d'une façon générale. Oui. En fait, si on n'y met pas sa pierre à l'édifice, eh bien, ça ne sert à rien de critiquer, ou ça ne sert à rien de se dire et de se morfondre en regardant la situation, en baissant les bras. Donc moi, j'aime l'action, j'aime me dire que je ne suis pas resté assis à regarder et à dire que ce n'est pas bien. Si je peux y contribuer, je n'hésite pas à y aller. Donc c'est un peu l'histoire du pôle Unis-Île-de-France d'ailleurs, dont je fais partie. Oui. Mais c'est vraiment des actes d'engagement. Je m'engage sur peu de causes, donc autant que ce soit celle-ci pour de vrai. Merci beaucoup François-Emmanuel Je Borel. vous en prie.